Quand on atteint mon âge, on cesse de douter de cette sensation qui s'installe dans la poitrine comme de l'eau glacée. On a vécu suffisamment longtemps pour comprendre la différence entre une simple inquiétude et un véritable avertissement. Et ce que j'ai ressenti le matin où ma fille m'a appelé pour m'annoncer ses fiançailles avec le fils de mon futur gendre, c'était un avertissement. Mais reprenons depuis le début. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai élevé ma fille, Renée, seule. Son père est parti lorsqu'elle avait 4 ans. Et ce jour-là, j'ai pris une décision. Je lui donnerais tout ce que je pouvais lui offrir. Et je lui transmettrais tout ce que je savais. J'ai travaillé pendant 31 ans comme assistante juridique avant de prendre ma retraite. Je lisais les contrats comme d'autres femmes lisent des romans. Je savais reconnaître les petites lignes dangereuses. Et je savais aussi reconnaître les gens qui cachent quelque chose derrière un sourire. Renée a grandi en devenant une femme intelligente, prudente et profondément gentille. Elle est devenue architecte. Elle s'est construit une belle vie. Pas grâce à moi, mais grâce à la personne qu'elle était devenue. Le jour où elle m'a parlé de Marcus, je lui ai posé 3 questions. Depuis combien de temps le connais-tu? Où vous êtes-vous rencontrés? Est-ce qu'il a déjà rencontré ta grand-mère? Elle a éclaté de rire. Maman, je n'ai plus de grand-mère, tu le sais bien. J'ai répondu. Je sais. Je voulais dire, est-ce qu'il m'a rencontré, moi? Elle a ri encore. Le rire de Renée a toujours eu le pouvoir d'alléger les choses. Et aujourd'hui encore, la plupart du temps, c'est le cas. Au début, Marcus semblait correct. Calme. Poli. Mais c'était une politesse un peu trop maîtrisée, le genre qu'on adopte quand on joue un rôle plutôt que lorsqu'on est naturellement sincère. Lors de notre premier dîner ensemble, il m'a serré la main avec ses 2 mains entourant la mienne, m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré que c'était un honneur de me rencontrer. J'ai souri. Je lui ai répondu que l'honneur était partagé. Mais pendant ce temps, j'observais surtout sa mère. Elle s'appelait Gloria. Elle était arrivée au dîner dans un blazer crème avec des boutons dorés et un sac à main qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle a enlacé Renée comme si elle la connaissait depuis des années. Avant même le dessert, elle l'appelait déjà « ma chérie ». Puis, pendant près de 40 minutes, elle a posé une série de questions qui ressemblaient à des compliments, alors qu'en réalité, elle faisait un inventaire. Dans quel quartier Renée vivait-elle? Était-elle propriétaire ou locataire? Le cabinet d'architecture dans lequel elle travaillait lui appartenait-il ou était-ce un partenariat? S'intéressait-elle depuis longtemps à l'immobilier commercial ou était-ce récent? Je regardais Gloria ranger chaque réponse derrière son regard parfaitement poli. Après le dîner, lorsque Marcus et Renée sont sortis quelques minutes pour répondre à un appel, Gloria s'est tournée vers moi. Vous devez être très fier d'elle. J'ai répondu que oui. Elle a souri. Elle s'est vraiment construit une vie impressionnante, toute seule. J'ai hoché la tête. Puis elle a ajouté. Marcus est pareil. Très indépendant. Nous lui avons appris qu'il faut protéger ce qui nous appartient, et considérer ce qui est partagé comme sacré. Je trouvais cette remarque étrange venant d'une femme qui venait à peine de me rencontrer. Mais je me suis contenté de sourire. Et je l'ai rangé dans un coin de ma mémoire, moi aussi. J'ai toujours fonctionné ainsi. Quand quelque chose me semble étrange, je ne réagis pas immédiatement. J'observe. J'attends. Je laisse les gens révéler eux-mêmes leur véritable nature. Parce qu'ils le font toujours, tôt ou tard. Et durant les 8 mois qui ont suivi, Gloria m'a montré exactement qui elle était. Elle s'est progressivement imposée dans l'organisation du mariage d'une manière qui paraissait serviable, jusqu'à ce qu'on regarde de plus près. Elle a recommandé le lieu de réception. Plus tard, j'ai découvert qu'une partie du domaine appartenait à son beau-frère. Elle a insisté pour gérer le traiteur parce qu'elle connaissait quelqu'un. Quelqu'un qui, en réalité, lui reversait une commission pour chaque client envoyé. 2 fois, elle a demandé à Renée si elle comptait garder ses comptes professionnels séparés après le mariage, ou si Marcus allait intégrer l'entreprise sous une forme ou une autre. Renée me racontait ces conversations comme on parle d'un embouteillage sur la route. Un léger désagrément. Rien de plus. Elle ne voyait pas le schéma derrière tout ça. Et moi, je n'ai pas insisté. À 63 ans, j'avais appris qu'essayer de pousser une femme amoureuse à ouvrir les yeux revient à pousser une rivière. Vous ne changez pas sa direction. Vous la rendez simplement plus bruyante et plus rapide lorsqu'elle s'éloigne de vous.
Alors j'ai fait autre chose. J'ai passé un appel. J'ai une amie nommée Dorothy. Elle travaille dans le droit familial depuis 34 ans. Nous avons fréquenté la même église pendant 2 décennies avant qu'elle déménage de l'autre côté de l'État. Je l'ai appelée un mardi après-midi. Je lui ai raconté ce que j'avais observé. Ce que j'avais entendu. Puis je lui ai demandé. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Dorothy est restée silencieuse un instant avant de répondre. « Parle-moi de l'argent. » Et voilà. Nous arrivions enfin à la partie que je n'avais encore révélée à personne. Pas même à René. Lorsque ma mère est décédée 11 ans plus tôt, elle m'a laissé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Ma mère avait toujours été très discrète au sujet de l'argent. Elle découpait des coupons de réduction. Elle avait gardé la même voiture pendant 18 ans. En hiver, elle réglait le chauffage à 62 degrés et préférait enfiler un pull supplémentaire plutôt que de monter la température. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elle vivait ainsi parce qu'elle n'avait pas le choix. En réalité, elle construisait quelque chose en silence. À sa mort, elle m'a laissé sa maison. Le terrain sur lequel elle se trouvait. 2 comptes d'investissement. Et un trust qui grandissait discrètement depuis des décennies. Après les taxes et les frais juridiques, j'ai hérité d'un peu plus d'1,4 million de dollars. Mais ce n'était pas tout. J'ai aussi hérité des droits miniers sur 42 acres de terrain situés en Virginie occidentale. 3 ans plus tard, une société spécialisée dans les pipelines est venue chercher ces terres. Et soudain, ces droits ont pris une valeur énorme. Je ne vous dirai pas le montant exact. Mais je peux vous dire une chose. Cela a changé ma vie. J'ai confié la gestion du trust au cabinet de Dorothy. Et malgré tout, je n'ai rien changé en apparence. J'ai gardé la même maison. La même voiture raisonnable. Les mêmes vêtements. Je n'en ai parlé ni à mes voisins, ni au mari de ma sœur, ni même à ma fille. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à René. Mais parce qu'après 31 ans passés à lire des contrats, j'avais compris une chose essentielle. Les personnes qui vous prennent ce que vous avez ne sont presque jamais des inconnus. Ce sont les gens assez proches de vous, pour voir ce que vous possédez. Dorothy m'a alors dit. Si Marcus et Gloria ignorent l'existence du trust, ne leur en parle surtout pas. Pas avant le mariage. Peut-être même jamais. Garde tout protégé dans le trust. Assure-toi que René soit correctement mentionné dans tous les documents, et ne laisse personne lui faire signer quoi que ce soit sans avocat. J'ai répondu. Elle n'a pas d'avocat. Dorothy a simplement dit. Maintenant si. J'ai appelé René ce soir-là. Je lui ai expliqué que j'avais prévu un cadeau de mariage un peu particulier, une assistance juridique pour l'accompagner dans tout ce qui concernait ses intérêts financiers et professionnels avant son mariage. Je lui ai présenté cela comme quelque chose de pratique. Comme une précaution normale pour une femme indépendante qui avait construit sa propre carrière. René a trouvé l'attention touchante. Puis, avec beaucoup de douceur, j'ai commencé à lui poser quelques questions. Je lui ai demandé si Marcus avait déjà parlé de ses finances. De son cabinet d'architecture. Ou de l'existence éventuelle d'un héritage familial. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit. Il m'a demandé une fois si tu t'étais remarié après papa. Et qu'as-tu répondu? Ai-je demandé. Que non. Elle continua. Alors il a dit que ça avait dû être difficile de m'élever seul. Et toi? J'ai répondu que tu t'en étais très bien sorti. Je suis restée attentive. Puis René ajouta. Après ça, il a dit, elle a sûrement reçu de l'aide quelque part. Je suis restée silencieuse au bout du fil. René finit par demander. Pourquoi toutes ces questions, maman? J'ai répondu calmement. J'essaie simplement de bien connaître l'homme que ma fille va épouser. Je ne lui ai pas parlé du trust. Je ne lui ai rien dit sur les questions de Gloria, ni sur les commissions cachées liées au lieu de réception et aux traiteurs. Je ne voulais pas devenir cette mère qui empoisonne l'eau que sa fille a choisi de boire. Alors j'ai fait autre chose. Je me suis assuré que le numéro de Dorothy était enregistré dans son téléphone. Je me suis assuré que tous les documents étaient parfaitement protégés. Puis, j'ai attendu. Le mariage eut lieu un samedi d'octobre. C'était magnifique. René portait une robe à manches longues et les perles de sa grand-mère. Et lorsqu'elle a aperçu Marcus au bout de l'allée, elle a eu les larmes aux yeux. Pendant quelques heures,
Je me suis autorisé à croire que je m'étais trompé. Que Gloria était simplement une femme un peu envahissante. Que Marcus était juste un homme discret posant des questions ordinaires. Que tout irait bien. J'ai dansé pendant la réception. J'ai serré ma fille dans mes bras. Puis j'ai pris la main de Marcus entre les miennes exactement comme il l'avait fait lors de notre première rencontre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et cette fois, c'est lui qui a détourné le regard le premier. Le lundi matin suivant, 2 jours après le mariage, Renée m'a appelé à 7h45. Elle ne m'appelait jamais avant 9h. J'ai décroché dès la première sonnerie. Sa voix était tendue. « Maman, il vient de se passer quelque chose de bizarre. » La veille au soir, Gloria avait appelé Marcus. Elle lui avait expliqué qu'elle devait passer lundi matin pour déposer un cadeau qu'elle avait oublié d'apporter au mariage. Marcus n'avait trouvé cela étrange à aucun moment. Il avait dit oui sans réfléchir et avait assuré à Renée que ce serait une visite rapide. Le lundi matin, Gloria est arrivée à 8h. Sans cadeau. Mais accompagnée d'un homme tenant une serviette en cuir. Elle l'a présenté comme un notaire. Puis elle a expliqué avec un grand sourire qu'elle avait simplement quelques documents à leur faire signer. Selon elle, il s'agissait d'un dossier lié à un trust familial auquel Marcus allait être ajouté. Et puisque Renée faisait désormais partie de la famille, elle devait signer elle aussi. Gloria posa les papiers devant ma fille. Puis elle retira lentement le capuchon d'un stylo avant de le tendre vers elle. Renée m'a dit qu'elle avait presque pris le stylo. Parce que tout allait trop vite. Comme si la pièce entière tournait légèrement autour d'elle. Gloria pointait déjà la ligne de signature. Le notaire préparait déjà son tampon. Et c'est à ce moment-là que le téléphone de Renée vibra. Un message. Le numéro était enregistré sous le nom D. Whitmore avocate. Le message disait: Ne signez rien avant mon arrivée. Je suis à 10 minutes. Merci de confirmer que vous avez reçu ce message. Renée releva lentement les yeux. Elle regarda Gloria. Puis le notaire. Puis Marcus, qui se tenait près de la cuisine avec une tasse de café à la main, observant simplement la scène. Alors elle dit: Mon avocate arrive. Nous allons attendre. Le sourire de Gloria ne bougea pas d'un millimètre. Oh ma chérie, ce n'est qu'une formalité. Cela prendra moins de 5 minutes. Renée répondit. Alors attendre 10 minutes ne changera rien. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre à propos de ma fille. C'est moi qui l'ai élevée. Je la connais jusque dans ses os. Renée n'est pas une personne conflictuelle. Elle déteste les disputes. Quand elle était enfant, elle s'excusait auprès des chaises dans lesquelles elle se cognait. Mais elle n'a jamais été faible. Il y a une énorme différence entre une femme qui évite les conflits et une femme qui refuse de se laisser entraîner dans un piège. Renée a toujours appartenu à la deuxième catégorie. Elle posa le stylo sur la table. Puis elle s'assit calmement sur le canapé, prit son téléphone et attendit. Dorothy arriva 11 minutes plus tard. Elle entra dans la maison avec un calme impressionnant. Elle se présenta. Serra la main de Gloria. Puis celle du notaire. Ensuite, elle prit le document posé sur la table basse et commença à le lire au milieu du salon. En entier. Chaque page. Chaque ligne. Gloria fit une remarque sur le temps que cela prenait. Dorothy ne leva même pas les yeux. Quand elle termina enfin, elle posa les papiers sur la table et déclara: Ce document transférerait le pouvoir décisionnel concernant les comptes financiers personnels de Madame Renée. Pas seulement les comptes communs, mais également tous ses comptes individuels ouverts avant le mariage. Le tout au profit d'un trust familial géré par vous deux. Puis elle regarda Gloria et Marcus avant d'ajouter: Il contient aussi une clause dans laquelle Renée renonce à son droit d'avoir un avocat indépendant pour tout futur conflit lié à ce trust. Le silence devint brutal. Marcus parla le premier. Je ne savais pas qu'il y avait ça dedans. Dorothy répondit immédiatement. C'est écrit page 4. Gloria garda son sourire. Il doit y avoir un malentendu. Je vais appeler mon avocat. Dorothy répondit calmement. Faites donc. Nous allons attendre ici. Mais Gloria n'appela jamais son avocat. À la place, elle récupéra son sac à main, fit signe au notaire et annonça qu'il serait sans doute préférable de reprogrammer une réunion, avec une représentation juridique complète des deux côtés. Elle parlait avec chaleur.
Comme si toute cette scène n'avait été qu'un simple malentendu. Comme si elle ne venait pas de débarquer chez son fils 48 heures après son mariage avec un notaire et un document de procuration financière déjà prêt. Avant de partir, elle prit René dans ses bras. Ma fille resta immobile et la laissa faire. Dès que la porte se referma, Dorothy demanda. « Voulez-vous savoir ce qu'il y avait d'autre dans ce document ?» René répondit. « Oui. » Alors Dorothy lui expliqua tout. Pas seulement la procuration. Il y avait d'autres clauses. Des clauses permettant au trust familial de Gloria d'avoir accès à tous les biens acquis pendant le mariage. Y compris les héritages. Les cadeaux. Et même les biens transmis par des proches vivants ou décédés. Le langage juridique était suffisamment large pour qu'un avocat expérimenté puisse tenter de revendiquer « mon propre trust ». Celui dont René ignorait encore totalement l'existence. Je le sais parce que Dorothy m'a appelé immédiatement après. Sa voix était calme, mais ferme. Et ils savaient quelque chose. Ou au minimum, ils avaient des soupçons. Ce document n'a pas été rédigé en 2 jours. Tout cela avait été préparé avant le mariage. Je me suis lentement assise sur ma chaise dans la cuisine. Puis j'ai fermé les yeux. Et soudain, je me suis revu lors de ce premier dîner. Le blazer crème de Gloria. Les boutons dorés. Son sourire parfait. Là, elle s'est vraiment construit une belle vie, toute seule. À cet instant, j'ai compris une chose. Gloria ne faisait pas la conversation ce soir-là. Elle prenait des notes. Je suis allé chez René cet après-midi-là. Je me suis assise face à elle à sa propre table de cuisine, et je lui ai tout raconté. Le trust. Les terrains laissés par ma mère. Les droits miniers. L'argent que cela avait fini par représenter. Je lui ai aussi expliqué pourquoi j'avais gardé le silence. Je voulais la protéger. Et je lui ai dit que je comprendrais si elle m'en voulait de ne rien lui avoir révélé plus tôt. Renée resta silencieuse longtemps. Puis elle demanda doucement. « C'est pour ça que tu m'as trouvé une avocate ?» « Oui. »« Et c'est pour ça que tu observais Gloria depuis le début ?» ?»« Oui. » Elle regarda longuement par la fenêtre donnant sur son jardin. Puis elle murmura. « Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, maman ?» J'ai pris une inspiration avant de répondre. « Cette décision ne m'appartient pas, Marcus est ton mari. Tu dois découvrir ce qu'il savait, et ce qu'il ignorait réellement. Tu dois décider de ce que tu peux accepter, et de ce que tu ne pourras jamais pardonner. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Je n'ai jamais pu. » Elle resta encore silencieuse. Puis elle dit. « Elle est venue chez moi avec un notaire, 2 jours après mon mariage. » « Je sais. Et elle avait préparé ce document avant même qu'on soit mariés. »« Je sais. » Puis elle ajouta, d'une voix plus basse. « Et Marcus était là, avec son café à la main. » Je n'ai rien répondu. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être confirmées par une mère. La fille les connaît déjà au fond d'elle-même. La suite n'a pas été simple. Je ne prétendrai jamais le contraire. Marcus affirma qu'il n'avait pas lu le document. Il expliqua que sa mère lui avait simplement dit qu'il s'agissait de papiers administratifs habituels concernant la famille, et qu'il lui avait fait confiance. René lui demanda alors pourquoi il n'avait rien dit. Pourquoi il était resté debout à regarder pendant qu'un notaire attendait sa signature. Mais Marcus n'avait aucune réponse capable de réparer ce moment-là. Ils ont commencé une thérapie de couple. Ils ont eu des conversations longues, douloureuses, honnêtes. Pendant ce temps, Dorothy rédigea un contrat postnuptial clair et équitable. Un accord protégeant les biens personnels de René, y compris l'héritage que je finirais un jour par lui transférer officiellement. Et une chose était certaine. Gloria ne fut jamais invitée à participer à cette discussion. Personne ne lui demanda son avis. Elle reçut simplement une lettre du cabinet de Dorothy lui indiquant que toute question financière future devrait désormais passer par des représentants juridiques. Je ne sais pas comment Gloria a réagi en lisant cette lettre. Je n'étais pas là. Mais je l'imagine très bien sourire de ce sourire chaleureux qu'elle maîtrisait si bien, tout en parlant de malentendus familiaux et d'un futur dîner pour arranger les choses. Ce que je sais en revanche, c'est qu'elle n'a plus jamais présenté un seul document à ma fille. Et avec le temps, je me suis souvent demandé si j'aurais dû parler plus tôt à René. Lui révéler le trust avant le mariage. L'avertir clairement de mes inquiétudes. Lui dire ce que j'avais vu dans les yeux de Gloria dès notre première rencontre.
J'ai réfléchi à cette question pendant de longues nuits. À partir d'un certain âge, le sommeil devient plus léger, et les pensées restent plus longtemps. Et voici la conclusion à laquelle je suis arrivé. Renée était une femme adulte. Elle avait le droit de faire ses propres choix. Mon rôle n'était pas de décider à sa place. Mon rôle était de m'assurer que, peu importe la décision qu'elle prendrait, elle disposerait toujours des informations et de la protection nécessaires pour survivre aux conséquences. Si je lui avais parlé du trust avant le mariage, cela aurait changé sa relation avec Marcus avant même qu'elle ait eu la possibilité de découvrir par elle-même qui il était réellement. Peut-être que cela lui aurait évité une partie de cette douleur. Mais cela lui aurait aussi volé quelque chose. Le droit de voir la vérité avec ses propres yeux, sans que la peur de sa mère ne colore tout à sa place. Alors j'ai fait ce que je savais faire. Je lui ai donné le numéro de Dorothy. Je me suis assuré que le trust était juridiquement inattaquable. Je suis resté proche, sans étouffer ma fille. Et lorsque le moment critique est arrivé, Dorothy était déjà en route. Ce n'est pas parce que je suis exceptionnel. C'est simplement parce que j'ai vécu assez longtemps pour avoir déjà commis presque toutes les erreurs possibles et appris de chacune d'elles. Ma mère portait plusieurs pulls en hiver pour que je n'aie jamais à le faire. Moi, j'ai passé 31 ans à lire des contrats pour que ma fille n'ait jamais à apprendre certaines leçons dans la douleur. Ce n'est pas du sacrifice. C'est simplement la manière dont l'amour traverse le temps. Aujourd'hui, Renée et Marcus sont toujours mariés. Ce n'est pas un mariage parfait. Mais les vrais mariages le sont rarement. La différence, désormais, c'est que Renée sait exactement qui elle est dans cette relation. Et elle sait aussi ce qu'elle acceptera, et ce qu'elle refusera toujours. Elle connaît le numéro de Dorothy par cœur. Et désormais, elle lit chaque document avant d'y poser sa signature. Le printemps dernier, elle m'a appelé pour me raconter qu'elle avait recommandé Dorothy à une collègue dont le mari essayait de lui faire signer des papiers financiers pendant une période difficile. Je lui ai demandé. « Et qu'a fait ta collègue ?» Renée a répondu. Elle a appelé Dorothy avant tout, puis elle a lu chaque page. Et quand elle m'a dit cela, j'ai senti quelque chose se réchauffer dans ma poitrine. Alors si vous êtes une femme en train d'écouter cette histoire, et que vous avez travaillé dur pour construire ce que vous possédez, écoutez-moi attentivement. Les personnes qui veulent profiter de vous ne sont pas toujours des inconnus. Très souvent, ce sont les mêmes personnes qui vous serrent dans leurs bras le jour de votre mariage, et vous appellent « ma chérie », avant même de connaître votre nom de famille. Protégez vos documents. Comprenez toujours ce que vous signez. Et surtout, entourez-vous de quelqu'un capable de lire les contrats comme d'autres lisent des romans. Et si vous avez une fille, une petite fille, ou simplement une jeune femme qui vous fait confiance, ne vous contentez pas de la prévenir. Construisez son filet de sécurité avant qu'elle en ait besoin. Faites-le discrètement. Faites-le correctement. Parce que les problèmes arrivent toujours plus vite qu'on ne l'imagine. Et quand ce moment arrive, il vaut mieux être déjà en chemin. Merci et n'oubliez pas de vous abonner pour plus.